Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Les buralistes disent stop. Partout en France, la profession a manifesté pour alerter le gouvernement sur la concurrence déloyale à laquelle ils font face avec la croissance des réseaux de contrebande. Notre partenaire 7 à Limoges était sur place, vous verrez pour comprendre leurs revendications. Clap de fin pour le réseau téléphonique en cuivre en Bretagne. Place à la fibre désormais. 7 communes de la région viennent d'en être équipées. Pour le plus grand bonheur des habitants, vous le verrez, mais avec quand même quelques signes d'appréhension. Un reportage proposé par notre partenaire TBO à Glomel dans les Côtes-d'Armor. Le secteur de l'artisanat recrute. Le groupe LVMH est à la recherche de ses futurs talents. C'est pour cette raison qu'ils ont organisé un salon pour promouvoir les 280 métiers artisanaux du groupe. Les visiteurs ont pu s'essayer à différentes pratiques, pour la plupart méconnues du grand public, vous le verrez. Et puis en fin d'édition, vous découvrirez la mémoire d'un soldat de la Deuxième Guerre mondiale qui a appartenu à la 100e division américaine, qui a permis la libération des vallées du massif vosgien. 80 ans après, sa famille, originaire du Texas, est venue en France en souvenir de son aïeul. Commençons cette édition avec ces manifestations de buralistes partout en France. La raison, ils veulent dire stop à la contrebande et la vente de contrefaçons. Ils demandent une réaction du gouvernement pour lutter contre cette concurrence déloyale. Écoutez leurs revendications au micro de notre partenaire 7 à Limoges. Chaque année, ce sont des milliards d'euros qui passent des caisses de l'État aux poches des trafiquants. Pendant ce temps, nos buralistes, ces commerçants de proximité qui font partie de l'ADN de notre pays, paient le prix fort. À Limoges, comme dans une cinquantaine de villes du pays, les buralistes protestent contre l'inaction de l'État en matière de lutte contre la contrebande et la contrefaçon du tabac. Un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu économique pour ces commerçants. Ça se traduit par de la vente à la sauvette devant notre magasin, ça se traduit par du démarchage à l'intérieur de nos magasins également, parce que les trafiquants se permettent de venir à l'intérieur de nos commerces pour démarcher nos propres clients. Ça se traduit bien sûr après par le cambriolage et malheureusement le braquage. Du côté des pouvoirs publics, si la lutte contre les narcotrafiquants semble prise en compte, tout est une question de niveau pour le tabac. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de prévention, d'addictologues. Aujourd'hui, si vous augmentez doucement le tarif de quelque chose dont les gens sont dépendants, ils vont continuer en fait de le prendre, même si ça fait baisser un peu. Donc moi, j'ai pas de revendication à ce sujet-là sur le tarif. Par contre, j'ai une revendication sur aujourd'hui quels sont les contrôles qui sont mis en place pour pas qu'il y ait une concurrence déloyale des buralistes face à une contrebande de cigarettes qui aujourd'hui se fait de plus en plus. Et attention aux contrefaçons, avec des tarifs encore plus attractifs, ces cigarettes fabriquées en dehors des manufactures sont encore plus dangereuses. C'est-à-dire que les paquets sont encore moins chers, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Avant la réunion en préfecture, les buralistes ont été reçus par le maire de Limoges qui s'est engagé à écrire au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. En Bretagne, désormais, clap de fin pour le réseau téléphonique en cuivre. 7 communes de la région, dont Glomel, dans les Côtes-d'Armor, ont basculé vers la fibre optique. Un soulagement accompagné de quelques appréhensions pour les habitants. L'opérateur téléphonique prévoit d'équiper la totalité de la région d'ici 2030. Un reportage de notre partenaire sur place, TBO. Fin du réseau cuivré pour les habitants de Glomel, une première en Côtes-d'Armor. Désormais, c'est grâce à la fibre que cette retraitée peut téléphoner ou regarder la télévision. On branchait des petites choses avant, mais moi je me suis pas, enfin, à vrai dire, je me suis pas vraiment occupée de ça. Mais la preuve, c'est que ça s'est très très bien passé, parce qu'autrement j'aurais certainement crisé. Et depuis, on revit parce que ça fonctionnait pas à la télé. Pour lever les craintes, une élue a fait du porte-à-porte pendant des mois pour expliquer. On a beaucoup de personnes actuellement âgées justement qui n'ont pas accès d'Internet, donc qui veulent simplement avoir le téléphone. Pour eux, ça ne change strictement rien. Or, le petit boîtier finalement qui a été installé chez eux, leur abonnement est modifié, mais il est au même tarif finalement. Et pour l'opérateur Orange, le réseau cuivré est un doublon face au réseau fibré qui demande des coûts importants lors d'intempéries ou de vols. Le réseau fibre, lui, est beaucoup plus performant. Il apporte beaucoup plus de débit, il est beaucoup plus fiable, il est plus stable. Il n'est pas impacté par la météo, comme le réseau cuivre peut l'être. Le réseau cuivre subit des vols. En Bretagne, l'année dernière, c'est plus de 200 vols, plus de 100 km de câbles, de très gros câbles, qui ont été volés. Alors que la fibre, elle n'a pas beaucoup de valeur, donc voilà, il n'y a pas de vol sur la fibre. Au total, 7 communes en Bretagne ont été coupées du réseau cuivré. Orange prévoit de passer tous les Bretons au réseau fibré d'ici 2030.
Avoir une assurance en France est obligatoire et pour les communes, eh bien, c'est exactement la même chose. Et pourtant, 1500 d'entre elles se retrouvent sans assureur depuis le début de l'année, alors que d'autres font face à une importante hausse des tarifs. En Moselle, par exemple, les communes de Bousse et de Vigy se sont vues résilier leur contrat en fin d'année dernière. Un problème majeur que notre partenaire Moselle TV nous explique maintenant. Il y a quelques mois, une certaine inquiétude a plané sur la commune de Bousse. La compagnie d'assurance à laquelle ils étaient affiliés a brusquement rompu le contrat. Lorsque nos contrats ont été résiliés, j'ai pris contact avec nos sénateurs et députés pour qu'une démarche soit effectivement réalisée de leur côté. On trouvait incohérent qu'encore une fois les compagnies d'assurance n'acceptent pas de nous prendre en charge ou de nous souscrire des contrats. Et donc derrière, il a fallu qu'on galère pour essayer de trouver une compagnie qui accepte, encore une fois, de nous souscrire un contrat. Même scénario à Vigy. Après plusieurs années affiliées à une assurance, cette dernière résilie fin 2023. Beaucoup de stress, puisqu'après un accident, ça peut arriver. Et donc ça engage aussi potentiellement de grosses sommes. Donc il fallait trouver, et il n'y a pas que ça, il y a aussi les dommages corporels sur les agents qui utilisent au quotidien les véhicules. Donc effectivement, il y a quand même un stress important. Les taux de sinistralité en fait, qui ont été causés par les émeutes ou les diverses catastrophes naturelles sont les raisons principales, en tout cas, que nous évoquent les assureurs. Les deux communes ont finalement trouvé d'autres assureurs, mais font face à des tarifs bien supérieurs. Un problème qui touche de nombreuses communes sur le territoire national. Elles sont 1500 à se retrouver sans assurance depuis début 2025. Les choses ne seront pas rétablies demain. Il faudra plusieurs mois, voire plusieurs années pour que le marché retrouve une espèce de normalité. Pour ces communes en difficulté, l'heure est à l'action. L'Association des maires de France ainsi que ses partenaires se battent pour alerter les pouvoirs publics. Une grande partie des métiers de l'artisanat sont souvent méconnus du grand public. Chaque année, plus de 20 000 emplois sont non pourvus dans ce secteur. Et c'est pour cette raison que le groupe français LVMH a décidé d'organiser un salon pour promouvoir ces 280 métiers artisanaux. Le groupe partira en tournée à travers la France pour sensibiliser les jeunes et les personnes en reconversion. Christophe Rigaud était au lancement de la tournée à Paris, regardez. Le numéro 1 du luxe à la recherche de ces nouveaux talents. Chaque année, le groupe LVMH organise un salon pour présenter ses métiers de l'artisanat, du design et de la vente. Si les maisons du groupe sont de renommée mondiale, comme Dior, Vuitton ou Chaumet, ces métiers sont nettement moins connus. On a la chance d'avoir un patrimoine culturel de 280 métiers. Certains sont très connus, couturiers, maroquiniers, d'autres beaucoup moins, comme tulistes ou losineurs. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire comprendre qu'il y a une variété de parcours possibles dans le monde de l'artisanat et dans le monde du luxe et chez LVMH. Ce salon des métiers d'excellence, You & Me, est bien évidemment tourné vers les jeunes, mais aussi vers les personnes en reconversion où les métiers de l'artisanat ont le vent en poupe. Depuis 3 ans, la proportion de personnes en reconversion dans ces métiers a triplé. Donc on sent une vraie appétence pour ces métiers et on a vraiment créé un dispositif qui est là pour créer le dialogue. You & Me, c'est ça, c'est vous, à la recherche peut-être d'une passion, d'un métier, d'une formation. Nous, qui pouvons vous aider à trouver le métier de vos rêves et à vous accompagner dans ce parcours. Les visiteurs peuvent découvrir leur vocation à travers des ateliers participatifs, mais aussi échanger avec les artisans pour qui travailler dans ces grandes maisons est accessible. Il ne faut jamais se dire que c'est impossible, parce qu'on peut tout arriver quand on a la motivation, l'envie, la persévérance et qu'on aime le travail de savoir-faire, tout ce qui est artisanal. Autre bonne nouvelle, le secteur des métiers de savoir-faire recrute. C'est des métiers qui recrutent à la fois dans des CDI, des CDD, mais aussi des contrats d'apprentissage, parce que c'est des métiers sur lesquels il faut développer du geste, de l'expertise. You & Me, cette année, on présente 280 métiers, comme tous les ans, mais c'est aussi 4200 offres d'apprentissage et d'emploi en France. Sur le salon, on peut même déposer son CV, comme l'a fait Camille. Je suis à la recherche d'un stage ici, en stylisme. Je voudrais être assistante styliste. Je suis en 2e année bachelor mode, design de mode. Ce qui est important, c'est aussi de démarcher les marques directement. Après Paris, les prochains salons You & Me des métiers d'excellence se tiendront à Lyon, Lille et Clichy-sous-Bois, avant de partir en Italie, à Rome et Florence au printemps.
C'est un chiffre alarmant qui met en lumière un problème d'importance nationale. Dans la Sarthe, près de 2300 enfants nécessitent un placement en foyer. Aujourd'hui, c'est devenu le premier budget de ce département avec près de 100 millions d'euros investis. À l'occasion de l'inauguration de ce nouveau foyer au Mans, le président du conseil départemental souhaite compter sur un engagement de l'État pour aider les collectivités. Écoutez-le au micro de notre partenaire LMTV Sarthe. Nous avons donc 2300 enfants qui nécessitent un placement. Dans le département du Nord, il y en a 23 000 pour une population seulement 4,5 fois supérieure. Donc on voit bien que la problématique, ce n'est pas seulement la problématique du département de la Sarthe, c'est une problématique nationale. Là encore, on a besoin d'un engagement de l'État en matière de protection sociale, en matière de prise en compte des difficultés familiales. Sinon, évidemment, les départements ne pourraient pas faire face seuls. C'est une visite qui a redonné le sourire. Demi-finaliste de l'élection Miss France 2025, Miss Picardie, a fait la surprise de rendre visite aux enfants malades du CHU d'Amiens. Une rencontre inattendue qui a laissé sans voix les enfants, mais qui leur a surtout redonné une bulle de bonheur pour oublier ce quotidien difficile. Marina Pratska a confié à notre partenaire WEO TV que c'est important de donner de son temps et de mettre un point d'honneur sur ces moments. Surproduction, arrachage des vignes, vente à perte, ce n'est malheureusement plus une surprise. Les vins de Bordeaux affrontent aujourd'hui une crise historique. La plupart des domaines sont en difficulté et certains viticulteurs sont surendettés aussi. Et pourtant, en parallèle, les lieux dédiés à l'œnotourisme ne cessent de séduire les amateurs et les curieux. Un reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Yvan Banchy. C'est l'un des emblèmes de la ville. Un monument incontournable pour les habitants et les touristes venus du monde entier, qui connaît un succès florissant. La Cité du Vin vient de franchir la barre des 3 millions de visiteurs, grâce à une année 2024 au-delà des prévisions. Nous avons accueilli 415 000 visiteurs du monde entier, tout de même 10% de Bordelais, 53% d'étrangers et le reste des touristes de toute la France. Au milieu de cette réussite, la filière viticole traverse une crise sans précédent. La consommation de vin rouge a chuté, moins 30% en 10 ans, et les prix n'ont jamais été aussi bas. En général, sur les vins de consommation, la baisse de prix, elle est de 30%, on va dire. Le problème, c'est que c'est des vins sur lesquels, c'est les 30% sur lesquels on ne peut pas réduire. Coûts de production en hausse, arrachage des vignes, surproduction. Les difficultés s'enchaînent et n'épargnent personne, même ce courtier en vin, qui tente tant bien que mal de limiter la casse auprès de ses clients fidèles. Ce vin est référencé dans une grande enseigne de distribution, c'est un Bordeaux supérieur, on en fait environ 100 000 bouteilles par an. Ce vin continue à être vendu à un prix stable. Mais si la nouvelle peut ravir les consommateurs, les professionnels, eux, ne s'y retrouvent plus. Or, en 3 ou 4 ans, vous imaginez bien que les prix de revient ont augmenté. Il y a eu des événements climatiques qui ont fait que la production a baissé sur la propriété et par conséquent, même en restant au même prix, la propriété ne gagne plus d'argent. Aujourd'hui, 95% des domaines sont en difficulté. Dans le cadre du plan d'arrachage lancé par l'État, le vignoble bordelais sera réduit de 8%, soit 8000 hectares. Seul point positif pour la filière, si le volume de vin a diminué, le ticket moyen, lui, a augmenté. Dans ce journal, partons pour les Bouches-du-Rhône à Saint-Chamas, où l'association 8 Vies pour la planète a plongé dans l'étang de Berre pour y planter des austères marines. Cette action écologique intervient pour recréer un écosystème dans ce bassin qui a été détruit par plusieurs crises climatiques. L'année dernière, 400 000 graines ont été plantées. On écoute Damien Bonnet, membre de l'association 8 Vies pour la planète, au micro de notre partenaire La Provence. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accélérer la réintroduction des graines qui se faisaient très très mal naturellement. Autant les austères naines, elles sont arrivées à revenir. Alors c'est sûrement des oiseaux qui mangent des graines et qui vont les semer. Les austères marines, on n'a jamais vu de départ spontané et on s'est aperçu qu'en le faisant à la main, ça marchait. Donc si on arrive à faire gagner 10 ans, 20 ans ou 50 ans sur la réintroduction des herbiers, voilà, c'est ça de gagner, quoi.
L'éco-pâturage, en avez-vous déjà entendu parler? C'est une pratique écologique de plus en plus en vogue qui consiste à utiliser des animaux pour le fauchage des espaces verts au lieu d'utiliser des objets mécaniques. À Saint-Dizier, en Haute-Marne, vous allez le voir, la ville s'est dotée de 4 moutons pour entretenir ces espaces et les sols de la commune. Notre partenaire Puissance Télévision a rencontré ces nouveaux agents municipaux. Regardez. Allez, venez. Viens ma fille, viens. Des nouveaux employés municipaux, pas tout à fait comme les autres. Viens. 4 moutons ont rejoint les services techniques de la ville de Saint-Dizier. Leur mission, paître et manger pour entretenir les espaces verts. On appelle cela l'éco-pâturage. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de personnel, puisque c'est eux qui font tout le boulot. Il suffit juste de les déplacer en fonction des besoins et ça tombe en fait. Et ça évite de faire entrer des engins qui vont tasser les sols. Et puis c'est agréable de voir des petites bêtes dans la ville. Depuis 3 semaines, ces 2 brebis et 2 béliers s'occupent de l'extérieur des maisons Napoléon. En fait, ils adorent le lierre qui monte après les murs là. Et après, ils mangent tout. Et puis on va les mettre sur un endroit au Fouille Archéo, où là, logiquement, ils devraient manger en premier la renouille du Japon, qui est une plante invasive. Et c'est hyper utile parce que mécaniquement, on n'y arrive pas en fait. L'éco-pâturage combiné à de l'entretien classique ne présente finalement que peu d'inconvénients. Là où on ne veut pas faire passer de machine par exemple, eux ne pèsent pas et donc ils ne compactent pas le sol. Ça nous permet d'établir un contact avec la population parce que bien sûr ça attire le regard et les gens sont contents de voir des moutons. Un peu de nature en ville, ça étonne toujours un peu et donc c'est aussi l'occasion de nouer des conversations avec les gens. Ce mode de tonte simple et ancestral revient à la mode dans de nombreuses villes et entreprises en France puisque le nombre de projets d'éco-pâturage a été multiplié par 50 entre 2000 et 2020. Par le passé, Chaumont et Vitry-le-François l'ont déjà expérimenté. Ce sont des chiffres alarmants. Chaque année, le lac Léman absorberait près de 100 tonnes de plastique. C'est ce que dévoile une étude menée par une association scientifique franco-suisse. Celle-ci s'intéresse à la provenance de ces plastiques et à la manière dont ils sont déversés dans le lac Léman. Les précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur pour 8 Mont-Blanc. Une eau claire et limpide. À première vue, rien ne laisse ici imaginer une quelconque pollution. Pourtant, il y a quelques jours, l'Association pour la sauvegarde du Léman a dévoilé des chiffres alarmants. 100 tonnes de plastique arrivent chaque année dans le lac, soit 2 fois plus que les données estimées en 2018. Ces plastiques sont de divers types, ce sont des macro et des microplastiques. Là, on a une plus grosse proportion de microplastiques en fait. Ces microplastiques sont issus entre autres des poussières de pneus, 33 tonnes arrivent dans le Léman par ce biais, mais également des peintures utilisées pour les bâtiments, les mégots, les emballages à usage unique. Mauvaise gestion, contamination volontaire ou non, fuite accidentelle ou encore perte lors de l'utilisation du produit. Cette étude menée par le bureau Earth-Action détaille aussi d'où proviennent ces plastiques. Selon le rapport, 83% d'entre eux se déversent dans le Léman via le ruissellement des eaux sur les sols perméables. Pour l'association, il y a donc urgence à enrayer ce phénomène. En amont, c'est-à-dire par exemple des interdictions de certains types de plastiques ou alors des incitations à changer certaines pratiques, d'améliorer aussi la gestion des déchets, d'améliorer les infrastructures et également une volonté de communiquer, de sensibiliser tant le public mais aussi les autorités. Autant de scénarios exposés dans l'étude qui permettraient de réduire de 75% la présence de plastique dans le Léman d'ici 2040. Pour sensibiliser le public, une conférence gratuite se tiendra aussi le 18 mars prochain sur le campus Biotech de Genève, en présence de nombreux spécialistes de la pollution plastique. Et puis retour historique dans ce journal en 1944, lorsque le soldat Stephens de la 100e division américaine libérait les vallées du massif vosgien lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un moment qui a marqué sa vie, mais aussi l'histoire des villages vosgiens, comme celui de la Petite Raon, où plus de 80 ans après, la famille de ce soldat, originaire du Texas, s'est rendue sur place en souvenir de son aïeul. Ils ont notamment pu rencontrer Fernande, qui avait 13 ans à l'époque. Regardez ce reportage très émotionnel proposé par notre partenaire Vosges TV.
Une famille venue du Texas aura marché dans les pas de son aïeul, le sergent d'état-major Ben C. Stephens, engagé volontaire au sein de la 100e division américaine, qui libérait en novembre 1944 des vallées à l'est des Vosges. Enfants, petits-enfants, nièces et neveux du vétéran ont rencontré dans la mairie du village de la Petite Raon Fernande. Elle avait 13 ans à l'époque. Elle leur a raconté ses 4 années de guerre, ses peurs et les privations. Ça a été l'enfer. Ça a été un dernier qu'on a été à l'abri dans les caves. Oui, quand il y avait des bombardements, des mitraillettes, tout ça. Bon, on avait quand même un peu de légumes du jardin, mais on n'avait pas de viande. La famille ne cachait pas son émotion car le jeune militaire américain de retour au pays ne parlera jamais de ce qu'il avait vécu en France. Nous sommes très heureux et touchés d'être ici, de revenir sur les pas des combattants et de rencontrer ceux qui les ont connus. C'est juste un tel honneur de la rencontrer, une telle connexion avec l'histoire entre la génération précédente et nous. C'est vraiment un honneur. Disparu en 1996, celui que l'on surnommait Papa Ben aura juste livré cette anecdote à la fin de sa vie sur ces femmes françaises qui embrassaient avec joie les soldats à la Libération. Fernande, elle, était trop jeune, mais 8 décennies plus tard, une bise a scellé l'amitié franco-américaine. Puis à Senones, la famille a découvert un projet de stèle rendant hommage aux combattants de la Centurie. C'est une pierre en grès rose d'1,70 m de haut. Et sur cette pierre donc en grès rose des Vosges va être apposé donc le blason de la 100e division. Les hommes de la 100e division US ont fait reculer les Allemands dans le massif. C'est eux qui libèrent et la vallée du Rabodeau et la vallée de la Plaine. Beaucoup de mérite pour une division de jeunes hommes c'était vraiment leur premier combat. Leur visite dans les Vosges aura permis aux descendants du soldat Stephens d'écrire une page de l'histoire familiale qu'ils transmettront aux plus jeunes à leur retour aux États-Unis. Cette semaine, c'était Lucie Castets qui était l'invitée de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. Celle qui revendiquait le poste de première ministre pour les formations de gauche après les élections législatives a répondu sur son réel positionnement politique aujourd'hui. Écoutez ce qu'elle a dit. Moi, je trouve que c'est très intéressant de se frotter au suffrage universel et d'avoir la légitimité de l'élection. Lucie Castets, candidate à une élection législative, si elle était anticipée. J'ai dit que la question se posait. Ouais. Et ça vous plaît ? Oui, ça me plaît, bien sûr. J'ai toujours été animée d'une forte volonté d'engagement politique dans un sens très large. C'est pour ça que j'ai toujours été active dans des associations, dans des collectifs de réflexion. Voilà, la réflexion politique a toujours fait partie de ma vie. C'était censé de vouloir prétendre à diriger le pays depuis Matignon. Mais bien sûr, c'était la fidélité au résultat des élections. Le Nouveau Populaire est arrivé avec une courte majorité en tête des élections législatives, sans majorité absolue, mais avec une majorité relative. Et le respect. Vous n'avez pas eu de doute personnel un matin? Mais bien vous vous sûr. réveillez, vous vous dites voilà, on me propose d'être la candidate du Nouveau Front Populaire à Matignon. Est-ce que j'en suis capable? Vous savez que Gabriel Attal s'est posé la question avant d'être nommé. Au moment où il était nommé par Emmanuel Macron. À un moment donné, on doit sans doute se dire est-ce que j'en suis capable? Est-ce que vous vous dites est-ce que j'en suis capable? Mais c'est bien sûr. Vu votre parcours, bien sûr. C'est bien sûr une question que je me suis posée. Il faut absolument toujours douter dans la vie. Et quand la tâche est si grande, avec une situation en plus de crise politique créée par le président de la République, bien sûr que je me suis posé la question. Mais vous vous en sentiez capable? Je m'en sentais capable parce que j'étais entourée d'une équipe, parce que quand on est Premier ministre, on s'entoure d'une équipe gouvernementale compétente. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que Emmanuel Macron fasse davantage cela, c'est-à-dire avoir une direction collégiale. Je pense que c'est ce que j'aurais fait, c'était mon intention. Et donc, c'était une tâche immense. Des contacts avec Emmanuel Macron depuis? Non. Aucun? Aucun. Et aucun avec aucun membre de l'entourage présidentiel? Aucun contact avec Emmanuel Macron. Amateur de sensations et d'escalade, cette activité est faite pour vous. À moins d'1 heure de Grenoble, à Lens, en Vercors, un guide de haute montagne a créé une cascade de glace. Il suffit d'enfiler crampons, baudriers et casques et vous serez prêt à grimper. Découvrez cette immersion avec notre reportage de Télé Grenoble, signé Gaëtan Loiseau. Manu, c'est super, hein? T'as un pied gauche. Bien dans la détente, c'est super. Ouais. C'est la seconde fois qu'Emmanuel vient faire de la cascade de glace. Une chose est sûre, il est plus que conquis. Quand j'ai vu que c'était en condition, que c'était ouvert, j'ai dit il faut que je vienne. Donc voilà, mais ouais, ça donne envie d'en faire. Voilà.
une activité régulière, quoi. C'est pendant au moins tout l'hiver, quoi. Lui qui est aussi grimpeur, il retrouve quelques similitudes entre les deux pratiques. Il faut grimper un peu comme dans l'escalade, en effet, c'est-à-dire qu'il faut essayer de te relâcher, de s'économiser, parce qu'il y a quand même un petit effort physique conséquent. Alexandre, venu avec son frère, est lui aussi séduit. Grimper dans un milieu naturel, avec un effort physique maîtrisé, et puis c'est énormément de plaisir en fait. Ce mur de glace artificiel, c'est Jehan qui l'a créé, et cela en 4 jours. C'est de l'eau qu'on projette qu'on fait couler sur une falaise. Comme il fait bien froid en ce moment sur le Vercors, surtout ici à Lens-en-Vercors, et du coup l'eau elle gèle, et du coup ça nous dessine une magnifique cascade artificielle. C'est en haut du téléski de l'Aigle à Lens-en-Vercors, à moins d'1 heure de Grenoble, que vous pourrez retrouver ce mur de glace. Une activité qui, au-delà des apparences, est ouverte à tous. Il y en a vraiment pour tout le monde, on a du facile, du très facile, du dur, du assez dur. Il suffit d'enfiler crampons, baudriers et casques et vous serez fin prêt pour grimper, avec en prime une ambiance plus que conviviale. Comptez une 60aine d'euros pour les 4 heures d'escalade. Des projecteurs ont été installés pour pouvoir en faire même la nuit, reflet dans la glace garanti. Et puis le musée Grévin à Paris a accueilli une nouvelle pensionnaire, la chanteuse Clara Luciani. Elle a fait l'inauguration de sa statue devant sa famille et ses proches. Une nouvelle consécration dans sa vie, selon elle. Ce début d'année est très rythmé pour la marraine de la dernière promotion de la Star Academy, puisqu'en plus de cette inauguration, elle vient de commencer sa tournée dans toute la France. Ce sont des images de nos partenaires de 20 minutes TV. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.